Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins, le monde change et il y a de fortes chances que vous soyez aussi impacté dans votre vie quotidienne dans les prochains mois et je dirais même les prochaines années. Tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est d'une importance capitale car c'est peut-être tout simplement notre dernière chance pour éviter le pire et donc on va littéralement avoir besoin de vous. Salut et bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite. Abonnez-vous, mais ne le faites que si à la fin de ces vidéos vous estimez qu'elle vous aura été utile. Et les dons, bien sûr, c'est toujours possible. D'ailleurs, merci beaucoup aux tipeurs car c'est grâce à vous et chaque don que vous nous donnez nous permet tout simplement de continuer. Vous savez, c'est toujours dans les moments difficiles que peut jaillir l'ombre de façon sournoise, profitant souvent de la détresse des gens, des préjugés et de la crédulité de nombreux citoyens pour justifier à ce moment-là une prise de pouvoir, un peu comme Palpatine dans Star Wars. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Les pouvoirs que vous me confiez, je les rendrai dès que cette crise aura été résolue. Et ce genre de personnages fictifs qu'on reconnaît beaucoup dans la pop culture, tu sais, les Scar dans Le Roi Lion, etc., viennent tous d'inspiration forcément réelle et sont des avertissements à comment votre quotidien peut basculer du jour au lendemain avec des fausses solutions basées sur des croyances qui généralement étaient créées de toutes pièces et je dirais même suramplifiées comme notre peur du danger. L'exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est qu'en France et en Belgique, et même ailleurs, 0,0015% de la population est victime d'homicides ou de terroristes. Alors que les maladies cardiovasculaires et le cancer représentent 45% de la mortalité. Et comme le montre cette étude aux USA, et c'est à peu de choses près la même chose chez nous, aujourd'hui le terrorisme, c'est 10% des gens qui s'informent sur cette question sur Google, et au niveau de la télé, c'est 60% du temps d'antenne sur les médias traditionnels. Alors forcément, ça dépend beaucoup de l'actualité en général, mais c'est aussi pareil quand un événement surgit dans les médias, que cela soit une attaque au couteau, des conflits, etc. Les médias traditionnels ont tendance à se focaliser, se concentrer sur des sujets qui ont un impact émotionnel fort ou qui sont perçus comme immédiatement menaçants. Un autre exemple de ce paradoxe, ce sont les femmes qui meurent des coups de leur mari. Elles sont plus nombreuses que les attaques terroristes, mais on en parle vraiment beaucoup moins. Et puis c'est pareil, si vous prenez les chiffres des homicides de Français qui tuent des Français ou de Belges qui tuent des Belges, il est nettement supérieur à toute personne d'origine étrangère ou migrante qui tue des Belges et des Français. C'est juste fou, et pourtant, c'est bel et bien sur ces questions liées à l'immigration, la criminalité, les religions et la couleur de peau que certains partis politiques font littéralement leur beurre pour recevoir des voix, donc sur une manipulation. Et comme un lien de cause à effet, pour faire basculer nos États en dehors de la démocratie, il suffit de 5 situations et toute ressemblance avec la vie réelle n'est pas purement fortuite. D'abord, une forte crise. 2. Du mécontentement populaire, provoqué par les crises. 3. La manipulation de l'opinion publique, comme certaines chaînes de télé font d'ailleurs avec les sondages d'opinion. Okay, just sit down, please. When you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de Lumi et d'Usul dans l'émission Rhinocéros sur Blast qui l'explique vraiment très bien. 4. Des promesses de sécurité et de stabilité pour répondre à la crise. Faut-il continuer à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer une intervention de police? La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux que l'article 24 soit adopté. Et 5, un désintérêt politique. Et c'est sur ce 5e point qu'on a décidé de vous préparer toute cette vidéo pour savoir où est-ce qu'on en est et vers où nous allons et pourquoi voter est peut-être tout simplement notre dernière chance pour éviter de nous retrouver comme ça. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Pendant qu'à l'extérieur, dans le reste du monde et à côté de chez toi, c'est comme ça. Tout
Tout d'abord, j'ai une question pour vous. Qui sait ce qui va se passer en juin 2024 dans toute l'Europe? 9 lettres, avec enculage au pluriel. Enculage. Non, ce sera votre seule chance d'influencer à la fois votre vie, votre village voire votre ville, même le pays entier, carrément toute l'Europe et même le reste du monde. Oui, c'est très sérieux et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Les élections européennes. Entre le 6 et le 9 juin, les citoyens des pays membres de l'Union européenne, donc vous et moi, et 3/4 de ceux qui regardent nos vidéos, donc au total, 27 pays vont choisir 720 députés au Parlement européen. Des gens qui vont voter des lois qui influenceront positivement nos vies et le reste du monde. Enfin ça, c'est seulement si on vote pour les bons et bonnes candidates, car il faudrait pas non plus que soit élu une majorité de climato-rassuristes et même je dirais de climato-négationnistes et qui eux pensent encore que le changement climatique actuel, sa vitesse et son intensité et tous les effets qui commencent à y avoir dans le monde, c'est à cause du soleil. Voire même qu'il n'existe pas. Alors j'en profite, regardez bien ce graphique de la radiation solaire mesurée par la NASA et la température, c'est pas le putain de soleil. Excusez ma vulgarité, mais je prends déjà de l'avance sur l'armée de bots russes ou même de climato-négationnistes qui vont rappliquer aux commentaires et qui vont me l'écrire 100 fois à toutes les sauces comme quoi le CO2 c'est la vie et que le changement climatique c'est un cycle naturel et blablabla. À l'échelle des temps anciens, oui. À court terme, non, ce sont les activités humaines, point. Et alors, vous avez peut-être remarqué qu'on voit l'extrême droite monter partout en Europe. Et une des raisons à ça, c'est Aya Nakamura qui va chanter aux Jeux Olympiques. Non, je décode, c'est à cause de 3 choses. D'abord, c'est un sentiment d'être déclassé par rapport aux autres. Genre, t'es contraint financièrement d'aller faire tes courses chez Aldi, alors qu'avant tu vivais ta best life en allant faire tes courses aux Galeries Lafayette. Genre, tu peux plus t'acheter le dernier iPhone pendant que tous tes potes ont le dernier modèle, qu'ils ont la PS5, mais toi t'es encore sur la PS4, voire la 3, voire la 2. Ça, c'est un gros déclassement, ça. Mais ça va encore plus loin. Tu perds ton job et t'arrives plus du tout à maintenir ton niveau de vie. Et malheureusement ça, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas. Ça donne l'impression d'avoir échoué au grand jeu de la vie, ce qui n'est absolument pas du tout la réalité puisqu'il s'agit d'un construit du capitalisme néolibéral qui nous pousse toutes et tous en fait à la compétition pour produire, pour acheter encore et encore. Et comme nous avons tendance à nous adapter à notre niveau de vie, ce qu'on appelle l'adaptation hedonique, ça te fait plus rien, t'es habitué à ça et donc t'as juste envie de monter. Si par contre tu redescends, ton cerveau là, il le sent pas passer. C'est pour ça que quand ça se produit, bon coup de respiration et on essaye de rationaliser la situation. Deuxième élément, le manque d'intérêt des plus jeunes dans la politique. Enfin ça c'est à nuancer, parce que disons plutôt qu'aujourd'hui quand on regarde la pyramide des âges en Europe, qui va quand même beaucoup plus vers les papis et les mamies en majorité que les jeunes, eh bien les vieux votent plus en nombre que les jeunes. Alors attention, ça veut pas dire que tous les vieux votent mal, bien loin de là. Mais malgré le fait qu'aujourd'hui les jeunes sont pourtant très engagés politiquement dans des mouvements citoyens, malheureusement ils le sont beaucoup moins dans les urnes. Troisième élément, le manque d'information, mais aussi la désinformation organisée par les bots russes. Si, c'est sérieux, on a un talk qui va arriver prochainement avec un chercheur du CNRS qui s'appelle David Chavalaria sur la chaîne, c'est édifiant. Mais cette désinformation organisée, elle a également lieu avec des gens comme Cyril Hanouna ou encore Pascal Praud, qui mettent à égalité des opinions personnelles de la vie quotidienne des gens contre la masse de données récoltées par des études scientifiques à travers le monde. Comme si, pour eux, opinion et science étaient tout simplement équivalents en termes de mesure de la réalité. En bref, les extrémistes profitent du fait que beaucoup de gens ne trouvent pas la politique intéressante ou en fait n'ont pas suffisamment d'informations crédibles. Autrement dit, ils proposent des fausses solutions simplistes pour des grands problèmes compliqués. Comme les Allemands du parti AfD, Alternative für Deutschland, qui récemment se sont réunis pour discuter d'un programme qui visait à préparer un coup d'État et en profiter par la même occasion pour virer toutes les personnes qui ne ressemblent pas à leur image. Des gens comme moi, par exemple, et les envoyer dans un nouveau pays qu'ils créeraient en plein milieu du Maghreb. Mais ce genre de méthodologie, de prendre plein de gens et de les envoyer quelque part, ça vous rappelle rien? Et si on veut préserver notre démocratie et éviter que les groupes et les communautés ou même Aya Nakamura deviennent les cibles d'un système qui déraille, eh bien il faut aller voter. Et ça va être important car si vous faites partie de l'un des groupes suivants, donc les LGBTQIA, les femmes, les pauvres, les handicapés, les noirs, les arabes, les métissés, les étrangers, les immigrés, les véganes, les cyclistes, les activistes, les musulmans, les chercheurs, les scientifiques, les spectateurs de quotidien ou encore les abonnés de cette chaîne, eh bien vous serez les premiers à perdre vos droits si le système politique
politique part en couille. Mais en vérité, les premiers qui se feront niquer par l'extrême droite, ce sont surtout les militants d'extrême droite. Vous savez, c'est le fameux groupe qui ressent le fameux déclassement social, l'impression d'être envahi par des forces étrangères du Mordor ou je sais pas quoi. Et pourquoi c'est les premiers qui vont se faire niquer? Eh bien parce que la plupart des programmes de l'extrême droite protègent surtout les intérêts des plus riches. Ah ouais, si, c'est très sérieux ce que je dis là. Et en termes de répression, on peut avoir l'impression qu'on est déjà dedans. Vous n'avez pas le droit de mettre votre genou sur son dos, vous allez l'asphyxier comme ça, c'est interdit. Tu la casses! Putain, tu la casses! Pour l'instant, c'est juste nos droits qui sont bafoués, mais ça peut devenir pire. Pourquoi allons-nous voter en juin? En juin, nous allons voter pour élire les députés qui siégeront au Parlement européen. C'est le cœur battant de l'Union européenne, où via intermédiaire des députés qu'on va élire, 450 millions de citoyens, c'est énorme, dont vous et moi nous faisons partie, auront notre mot à dire sur des sujets aussi variés que l'emploi, l'égalité homme-femme, le commerce, l'économie, l'agriculture, et bien sûr la protection de l'environnement et la protection des générations futures. Ces représentants qu'on va élire, on les appelle des eurodéputés, ce sont eux qui discutent et votent des lois qui s'appliqueront dans toute l'Europe. Mais comment tout ce bordel fonctionne? Eh bien, ça commence d'abord par une proposition de loi ou de règle. Peut avoir été demandée par les gouvernements des pays membres, le Parlement européen, mais aussi par de simples citoyens. Vous et moi, par exemple. Et ça, c'est quand même magique. Par exemple, si Bernadette, 62 ans, qui vit à Dijon, se réveille un matin avec l'idée d'obliger tous les supermarchés à donner leurs invendus aux gens les plus précarisés, et qu'elle parvient à réunir 1 million de signatures, il y a du taf derrière, mais c'est faisable, eh bien sa loi va être proposée dans l'hémicycle du Parlement pour le vote. Et c'est ce qu'on appelle une initiative citoyenne. Les propositions de loi ainsi que celles de Bernadette sont reçues et rédigées par la Commission européenne. C'est le gros bâtiment que tu vois juste là, qui est une institution européenne qui veille à ce que les lois qu'on vote ici au Parlement que tu vois là en image soient bien respectées. En gros, c'est comme le professeur, ton patron, ton papa ou ta maman qui vérifie si t'as bien fait tes devoirs. Mais cette proposition qui sort ensuite de la Commission européenne n'est en fait qu'une sorte de brouillon. Premier jet. Les députés européens vont recevoir le texte et à ce moment-là, ceux que nous allons élire en juin, ces fameux députés, pourront proposer des modifications, ce qu'on appelle des amendements. Les eurodéputés vont ensuite discuter de certains détails, vont amener des modifications, parfois des modifications toutes pourries et éclatées. Exemple, donner les invendus des supermarchés pour les plus précarisés seulement entre 23h et minuit, tous les lundis de pleine lune, sur présentation d'une carte qui stipule bien que tu es un galérien dans la merde financière et que tu ne peux obtenir que si tu t'es inscrit au préalable au bureau des trucs méga compliqués qui prennent des heures à faire. C'est une caricature, mais généralement, c'est comme ça que certains groupes politiques font pour niquer des lois et empêcher leur bon fonctionnement. D'ailleurs, je suis sûr que si ce genre de loi arrivait au-dessus, ils partiraient du principe que les gens qui sont dans des galères, c'est juste des pauvres et c'est des paresseux. Il y a vraiment des groupes politiques qui pensent ça. Mais ils peuvent aussi faire de très bonnes modifications. Par exemple, donner les invendus des supermarchés pour les plus précarisés chaque jour à la fermeture et l'ouverture des magasins et tous les dimanches de 8h jusqu'à 20h. Ensuite, le texte est modifié plein de fois, il y a des discussions et des votes au sein des parlementaires qui feront grandement évoluer justement ces futures lois. Ou alors, il se pourrait que la loi de Bernadette, 62 ans de Dijon, soit pas un bon plan pour l'agro-industrie. Et par pression de ces lobbies qui se baladent littéralement tranquillement au sein des institutions européennes, au calme là, ils vont manipuler quelques députés, etc. pour changer les lois, pour rejeter les trucs, et fait qu'au final, les députés peuvent être amenés à décider simplement d'annuler le projet de loi. Mais si toutefois ils y arrivent, ça y est, ils sont d'accord sur un texte, c'est bon, ça a été voté, et ça doit, comme toutes les autres lois, passer par une troisième instance. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça commence à être un petit peu abusé. Et là, on parle du Conseil européen où siègent les chefs d'État de tous les pays européens qui peuvent valider ou refuser la loi, mais ça, j'y reviendrai plus tard. C'est pour ça qu'au Parlement européen, les débats sont souvent intenses, riches en réflexion et parfois donnent lieu à de beaux clashs et des belles punchlines. C'est à la Suisse de trouver les solutions et pas à l'Europe. C'est la Suisse qui devra remettre ses montres à l'heure. Et lors des élections européennes des 6 et 9 juin prochains, ce serait vraiment con de pas aller voter. Et ce serait encore plus con d'aller voter à l'aveugle. Et c'est logique, on va pas se le cacher, les élections européennes, c'est un truc dont on s'occupe pas vraiment beaucoup, les gens n'y comprennent rien, limite ils s'en branlent, alors qu'au final c'est vraiment méga important. Attention, j'ai l'air d'être assez méprisant là-dedans, mais je suis méprisant avec moi-même, parce que c'était aussi mon cas il y a quelques années, avant de m'intéresser à l'écologie, toutes les histoires de vote Europe, etc. C'est super compliqué, ça me saoulait, je m'y intéressais pas. Et donc j'espère maintenant que vous allez apprendre pas mal
mal de choses parce que je vais vous faire un topo sur qui siège et qui vote généralement quoi dans cet hémicycle du Parlement européen. Et ça va vous permettre de savoir à qui vous avez affaire et qui défend les intérêts de qui. Les eurodéputés sont répartis en groupes parlementaires regroupant les députés élus dans chaque État membre, hein, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, etc. Bref, tous les pays de l'Union européenne. Et on va commencer du plus petit au plus grand. D'abord, le groupe de la gauche. Ce groupe est le plus petit du Parlement européen. Avec 37 députés, c'est le groupe politique qui rassemble les partis de gauche et de gauche radicale, genre la France Insoumise ou encore le PTB en Belgique. Les membres de ce groupe militent pour une Europe sociale et juste et soulignent l'importance de la paix et des droits de l'homme. Ils sont quand même, il faut le préciser, un petit peu, vraiment un petit peu, eurosceptiques. J'y reviendrai après. Identité et démocratie. Le groupe ID est composé de 59 députés de la droite et de l'extrême droite de plusieurs pays européens. Largement conservateurs et eurosceptiques comme le Rassemblement National, le Vlaams Belang ou Alternative für Deutschland, ces membres militent pour une Europe moins unie avec beaucoup moins de compétences pour les institutions européennes. Forcément anti-immigration et anti-mesures écologiques, et quand je dis que eux ils sont eurosceptiques, c'est vraiment le level maximum. Hein. Et si je dois te comparer ça, bah, c'est comme si tu étais membre d'un club, mais que t'étais pas content d'être dans ce club. Voilà. Oui, c'est paradoxal. Et c'est principalement le groupe qui rejette tous les problèmes du monde sur les étrangers, les migrants, les minorités, les musulmans, et il s'oppose aussi littéralement aux droits fondamentaux des femmes. Et attention, on pourrait penser qu'ils mettraient d'abord l'économie de leur pays en avant, eh bien non, ils votent aussi pour les accords de libre-échange qui mettent autant à mal les agriculteurs aujourd'hui. Accords de libre-échange dont je précise que le but est d'importer de la bouffe au prix le plus bas possible ayant un impact environnemental éclaté ailleurs dans le monde, c'est littéralement là où on est aujourd'hui, le principe de libre-échange. Les conservateurs et réformistes européens. Ce groupe a maintenant 68 députés qui sont entre la droite et l'extrême droite. Ses membres sont plutôt eurosceptiques, mais ils reconnaissent malgré tout l'importance de l'Europe dans le cadre géopolitique actuel qui est, vous le savez, très tendu, hein, par exemple avec Poutine ou la Chine. Le groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Avec 72 membres, il est constitué de députés des partis verts écolos, social-démocrates et régionalistes de la Catalogne et de la Corse. Leur objectif, une Europe plus juste, plus démocratique et surtout plus durable, ce qu'ils appellent également l'écologie politique. Ils visent à mettre en place un autre système économique et une société qui prend en compte les bouleversements liés aux limites planétaires, le changement climatique, la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, dans un cadre de justice sociale. Et ça c'est important parce que l'idée en fait là est d'en finir avec une écologie néolibérale, qui est l'écologie qu'on a eue en Europe pendant 20 ans. Vous savez, le mythe de la croissance verte, hein, externaliser tous nos problèmes à d'autres pays et augmenter la pression sur les ressources dans d'autres pays. Bref, que ce ne soit plus l'écologie du riche en SUV, maison 4 façades bien isolées, et qui a cette chance de pouvoir prendre l'avion chaque semaine car son voyage est soi-disant compensé, neutre en carbone, etc. et qui attend l'hydrogène avec grand plaisir pour monter dans un avion. Renew Europe. Le groupe des députés libéraux et centristes, avec 102 membres, sont des députés pro-européens avec des valeurs comme le droit des citoyens et la croissance économique, et donc forcément la libre concurrence du marché. Ils se positionnent dans le côté plutôt progressiste que conservateur et adorent bien sûr toutes les technologies pour continuer à suivre le même modèle dans un monde qui est en train de chauffer. L'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, SND. Avec 140 députés, ce groupe se considère comme centre-gauche au Parlement, accentuant une Europe ouverte, sociale, et qui prône la solidarité et qui travaille pour réduire les inégalités sociales. Donc là on parle de la gauche classique ou traditionnelle comme les partis socialistes. Le Parti populaire européen. Ça c'est le plus grand parti politique au Parlement européen avec 178 députés sur 705 qui sont positionnés entre centre-droite et droite, dont des chrétiens démocrates, libéral-conservatisme et un solide paquet de conservateurs aussi. Les priorités de IPP ou le PPE en français selon leur programme sont liberté individuelle, contrôle de la migration et des frontières, pousser des accords de libre-échange avec le reste du monde, moins de taxes sur les entreprises pour toujours, selon leur programme, soutenir la création d'emplois. C'est pas du tout comme si les patrons s'en mettaient plein les poches à ce moment-là. Bref, eux, c'est le parti de on ne change rien, on fait comme avant. Et il faut aussi mentionner les députés qui font partie d'absolument aucun groupe politique, ils sont 49, et aussi bien là-dedans, t'as des hypocrites, des gens qui savent pas pourquoi ils sont là, comme des gens extrêmement doués, comme des gens très à droite et très à gauche,
gauche, bref, c'est un melting pot de tout. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez qui y siège et dans quel but. Voyons maintenant comment fonctionnent les votes. Les élections européennes utilisent le système proportionnel, ce qui le rend plus démocratique avec les résultats qui reflètent plus précisément les diverses populations. Et dès que les votes sont faits et que les eurodéputés sont élus, ils s'engagent pour 5 années. Alors avant de parler des enjeux, on va faire un petit retour dans le passé quand même très important. Vous vous rappelez sûrement de l'énorme vague de mobilisation historique qui a eu lieu en 2019. Greta Thunberg, une jeune fille qui, après avoir lu les rapports des scientifiques du climat, décide de se mettre en grève de l'école. Voilà, elle veut plus y aller car elle estime que les politiques actuelles la privent littéralement de son avenir. Elle a été suivie par nos amis belges Adélaïde Charlier et Hanouna de Wever, par Camille Etienne en France, et leurs revendications, c'était les suivantes. On est là pour marcher pour le climat, comme nous jeunes, c'est notre seule manière de nous faire entendre. On n'a pas vraiment de moyens comme le gouvernement, et comme on voit qu'il ne le fait pas, on y va, on fait tout ce qu'on peut. Nous, on veut un climat qui va mieux pour quand nous, on sera plus grands, qu'on ne doit pas porter des masques et des trucs comme ça. Ça a été vraiment une mobilisation des jeunes sans précédent. Ils ont tous crié ACNA, on veut que des choses concrètes soient mises en place tout de suite pour en finir avec les énergies fossiles, qui sont de par leur utilisation et donc les activités humaines, la principale cause du changement climatique d'aujourd'hui. Sa rapidité, son intensité, bref tout ça, c'est dit. Et ils ont demandé aussi de mettre l'avenir, et donc le climat, et attention important, la stabilité de nos sociétés humaines, à l'avant-plan de l'agenda politique. Et grâce à cette énorme mobilisation, il y a eu un truc unique au monde. L'agenda environnemental, littéralement, a pris des années d'avance. C'était au centre des débats politiques européens. Jamais on en a autant parlé qu'à ce moment-là. Il y avait vraiment quelque chose de neuf. Et ben du coup, en tant que première mondiale, les politiques européennes ont répondu présent. Ouais, ça paraît étonnant, mais ils l'ont fait. Mais il y a aussi eu des victoires pour notre futur et qui démontrent comment ton vote et donc la politique peut avoir des impacts positifs dans la vie réelle. Et même si c'est très loin d'être parfait, parlons-en. Le Green Deal, qui vise à créer une nouvelle économie qui sort du principe d'extraire, transformer et vendre, mais de circulariser. Donc en gros, recycler, transformer, vendre, recycler, transformer, vendre. Cette loi, c'est une stratégie de l'Union européenne et elle dit dans quelle direction on va tous. Elle est loin d'être parfaite et paradoxale en plusieurs points qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, mais c'est le premier plan mondial qui doit être exécuté. Et ce plan a une influence sur les autres pays du monde avec qui nous traitons, parce que les normes que nous mettons en place ici, obligent les autres pays producteurs à s'adapter à ces codes-là. L'Union européenne a aussi décidé à cette période de définir des seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, moins 55% en 2030, moins 90% en 2040 et la fameuse neutralité carbone en 2050. La loi Écocide qui en finit avec l'impunité des crimes contre l'environnement. Aujourd'hui, on peut poursuivre des personnes qui ont pris des mauvaises décisions au pénal, donc des PDG qui décident de balancer leurs ordures, des trucs dans le genre, alors qu'avant, les grosses entreprises, pour continuer leurs activités polluantes, ils préféraient payer des grosses sommes en millions, voire en centaines de millions surtout, voire en milliards. Donc plus t'étais riche, plus tu payais d'amende pour continuer à t'enrichir. C'était un gros paradoxe, c'était du n'importe quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. La loi sur la restauration de la nature, et gardez bien celle-là en tête, on va y revenir plus tard, qui vise à restaurer et à réhabiliter les espaces naturels en Europe, pour protéger à la fois la biodiversité, mais aussi pour qu'elle puisse stocker du carbone pour ralentir le changement climatique. Alors je sais que souvent on parle de la déforestation en Amazonie, et on aime bien pointer du doigt les coupables là-bas, alors qu'en fait sur une grande partie de l'histoire, c'était ici nos pays riches qui étions les vrais coupables, et si on veut vraiment pouvoir faire la morale aux autres, il faut déjà commencer un petit peu par regarder dans notre assiette. Mais ces lois ne sont qu'une première étape. Ces énormes succès sont maintenant en danger. Récemment, le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui siège au Conseil européen, a commencé en sous-marin à convaincre d'autres pays de s'abstenir ou de refuser la loi de restauration de la nature, qui a pourtant été approuvée le 23 novembre 2023 par le Parlement européen, et malgré le fait que 82% de la population se dit littéralement en faveur de davantage de protection de la nature. Et donc tu l'as compris, si la Commission européenne et le Parlement européen se mettent d'accord sur des lois, le Conseil européen peut tout foutre en l'air, et c'est ce que tente de faire donc le fameux Premier ministre belge. Et cette vidéo doit surtout s'accentuer sur les vraies crises. Donc félicitations d'être déjà arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire si vous êtes arrivé à ce point-ci, et d'ailleurs félicitations aussi pour les générations qui vivent non pas des crises, mais qui vivent véritablement une polycrise, c'est-à-dire des effets dus à plusieurs causes dont on ne parle malheureusement quasi pas dans les médias traditionnels ou les réseaux sociaux, ni même au comptoir du coin, ni même dans les dîners de famille, sauf
sauf ici chez nous sur les 8, donc abonne-toi. Donc bye bye les histoires de migrants, de terrorisme, de questions identitaires, les musulmans, le wokisme, bref tout ce genre de trucs, ce sont des épouvantails, ce sont des émanations de crises sociales qui sont induites par d'autres problèmes qui sont les suivantes. Les 9 limites planétaires, dont le changement climatique, l'effondrement de biodiversité, les pollutions de l'air, de l'eau, de la terre, qui déstabilisent vachement nos sociétés, mais surtout la surexploitation des ressources qui sont limitées, que ce soit le pétrole, gaz, charbon, énergie fossile, les métaux et tous les types de métaux stratégiques, les métaux rares, et toute la biomasse, bref, tout ce qu'on cultive et tout ce qu'on maîtrise à l'échelle mondiale, notamment le parc immense d'animaux que nous mangeons. Et toutes ces ressources-là, eh ben, elles se retrouvent dans un cas de figure où c'est très mal géré. Pourquoi c'est très mal géré? Parce que à l'échelle mondiale, on est dans un système économique qui croit encore à la main invisible du marché, que la règle de l'offre et de la demande, en fait, permet au marché de se réguler tout simplement. Et malheureusement, c'est pas du tout là-dedans qu'on est. On est dans ce qu'on appelle un partage littéralement inégal qui centralise absolument tout chez les 1% de la population, à savoir les riches et les ultra riches. Et ce gâteau qu'est la planète Terre dans lequel on doit se servir pour pouvoir vivre, malheureusement se retrouve à des limites, et pendant que ces limites sont atteintes, eh ben on continue à tout centraliser vers le haut. Donc appauvrir les plus pauvres, appauvrir la classe moyenne et enrichir davantage les plus riches. Et donc tout ça, ça fait des chocs à pic, ou devrais-je dire des crises sociales. Et nous sommes maintenant dans une décennie essentielle. Toutes ces crises sont toutes interconnectées et ensemble, elles menacent notre démocratie. Il y a vraiment eu beaucoup de lois qui ont été votées pendant ce mandat, ces 5 dernières années, pas seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour restaurer nos forêts, verdir nos villes et diminuer la pollution de l'air qui tue 800 000 Européens chaque année, et aussi important, des lois qui permettent d'essayer au maximum de ne laisser personne derrière. Écologie et capitalisme néolibéral, c'est comme essayer de combiner le feu et la glace ensemble. Malheureusement, l'un finira toujours par consumer l'autre. Ça ne peut pas marcher. Donc il va être important maintenant vraiment pour l'ensemble de l'Europe de comprendre que la transition ne doit pas seulement être verte avec des technologies pour faire voler des avions à hydrogène, mais surtout juste. Car on ne peut pas demander la même chose à une personne qui vit des galères de la vie, qui vit notamment dans des logements sociaux ou HLM, et une autre personne ayant eu la chance, je dirais même le privilège d'hériter de plusieurs biens de sa famille, qui a un style de vie extrêmement intensif en énergie et qui vit sur ses rangs. Donc, allez voter. Mon résumé de l'année 2023, qui est dispo ici sur la chaîne, il est flippant. Il peut faire qu'une seule chose, c'est nous secouer à agir et à voter, et le vote est vraiment absolument nécessaire. Car si les instituts de sondage et les études montrent très clairement que les jeunes, donc on peut dire les électeurs et électrices qui vont jusqu'à 35 ans, votent déjà différemment entre eux, mais surtout différemment que les personnes âgées sur l'ensemble de la population, et d'ailleurs, même si on sait que sur cette chaîne, il y a aussi des seniors qui nous regardent, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, d'en parler un maximum à vos amis de votre âge, de penser cette réflexion. Est-ce qu'il faut voter pour les 10-15 ans et potentiellement qui pourraient nous rester, ou est-ce qu'au contraire il faut se projeter dans des votes qui conviendra davantage aux plus jeunes générations? Et ça demande beaucoup de courage. Vous savez, les jeunes, c'est très différent. On a des gens qui sont vachement à la gauche, vachement à la droite, d'ailleurs on va faire une vidéo sur ce sujet prochainement, mais globalement elle est quand même préoccupée par le fait qu'elle n'arrive pas à se projeter dans un avenir où il y a énormément de problèmes environnementaux qui ne cessent de se déployer. Et ça ne devrait pas vous étonner vraiment en vue des prédictions scientifiques pour le futur. 3 degrees. It can be the difference between snow and sleet, wearing a jacket or not. In your day-to-day life, it may not seem significant, but 3 degrees of global warming would be catastrophic. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. Donc si vous voulez éviter le scénario pessimiste, c'est vraiment maintenant qu'il faut se bouger et choisir le représentant pour lequel notre, ou devrais-je dire plutôt votre futur, est la chose primordiale. Le vote est important, et celui de juin 2024 plus que jamais. Vous avez la voix, et ceci est une puissance que chacun de nous possède et permet vraiment de changer les choses. Donc s'il vous plaît, pour vous, pour l'avenir des habitants de cette planète, pour mes enfants, utilisez-le bien. What we do in the next few years will determine the next few thousand years. On a prévu de vous sortir un paquet d'autres vidéos sur le sujet. Il y aura des talks avec des chercheurs, il y aura également un récapitulatif des 5 dernières années pour savoir exactement quel groupe politique a construit votre avenir ou quel groupe politique l'a tout simplement défoncé, ainsi que d'autres vidéos, et celle-là, elle devrait particulièrement vous intéresser parce qu'elle va creuser une étude qui nous dit que le concept politique de la gauche et de la droite sont des concepts qu'on pourrait peut-être laisser derrière nous et qui auraient peut-être justement laissé leur place à tout autre type de raisonnement. Ça arrive très bientôt sur la chaîne et ça
ça va être super passionnant. Bon alors, est-ce qu'elle vous a été utile cette vidéo? Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vraiment, ça peut grave nous aider. On tente d'atteindre les 100 000 avant 2025. Si jamais vous trouvez qu'on a oublié des choses, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Peut-être qu'on fera justement une nouvelle vidéo sur ce sujet grâce à vous. Et comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien, partagez cette vidéo. Et si vous êtes vraiment resté là jusqu'au bout, jusqu'aux dernières secondes pour me regarder ou m'écouter, je vous propose d'écrire Colibri en commentaire. Ça me permettra de reconnaître les gens qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Ce sera notre petit jeu entre vous et moi. Allez, portez-vous bien et à bientôt sur Limite. Quelle est ta définition du réel ?